Donc ce soir, Rosh Chodesh Iyar, et en réalité, je ne savais pas si j'allais faire shiur Rosh Chodesh ou non, mais comme j'ai lu une histoire que j'avais envie de partager avec vous, j'ai dit, on va faire le shiur pour raconter l'histoire. Mais on va aller très très vite pour que... Voilà, on est déjà pris notre temps. On va terminer à 10h15, vous me permettez, parce qu'on commence à 9h15, presque. Hein? Permettez? Baltosif. Baltosif? Non, Baltosif, c'est si on fait plus que l'heure. Non, pas si on commence l'heure plus tard. Moi, c'est la finalité. Alors, voilà. Donc... Le thème de l'histoire, comme on va voir, c'est ce que ça veut dire être un vrai frère. Mais avant d'en arriver là, tout le monde connaît le passage de la Gemara dans Masechet Yevamot où Rabbi Akiva nous a enseigné que même celui qui avait des élèves quand il était jeune, il ne doit pas désespérer et continuer à enseigner à d'autres élèves. Et la Gemara nous raconte que Rabbi Akiva avait 12 000 paires d'élèves, donc 24 000 élèves, qui malheureusement, à leur niveau, ne sont pas comportés les uns envers les autres comme il se doit, et pour cela, ils ont disparu dans cette période-là, entre Pesach et Shavuot. De là apprend le Ben Ishraï, et il dit Ahava va'achdut itzricha le'Israël. L'amour, l'affection, l'union doit être, c'est quelque chose qui est nécessaire pour créer Israël. B'chol et uzman, à chaque instant. Biyamim elu tzrichim azara beyoter, mais en ces jours du Homer, il faut faire particulièrement attention à cela. Ou litrachek mikol riv ou machloket, et s'éloigner de toute dispute et querelle. Maintenant, au verso, vous avez un petit texte en français, je ne vais pas le lire parce que vous pourrez le lire vous-même. Et il y a deux mitzvot qui sont interdépendantes l'une de l'autre. C'est la paracha de la semaine prochaine, mais ça concerne tout le Homer, et on l'a lu dans Pirkei Avot la semaine dernière. Hevedan et kol adam kavzechut, accorde le bénéfice du doute à tout un chacun, et que va'avtal racha kamocha hevedan kavzechut, l'un renforce l'autre. Si on aime quelqu'un, on le juge favorablement, et si on le juge favorablement, on pourra continuer à l'aimer. Bon. Maintenant, je voudrais vous citer une explication du Tiferet Shlomo de Radomsk, un des grands tzadikim. Je veux dire deux choses. Rab Chaim de Tzanz, après sa disparition, lorsque le fils du Tiferet Shlomo lui a montré le sefer de son père qui venait de sortir sur les Moadim avant de sortir sur la Torah, il a lu le sefer et il a dit, il nous a caché qui il était. Je vois qu'il était beaucoup plus grand que ce qu'on s'est imaginé. Un des autres grands tzadikim, Rabbi Yitzhak Dvorki, il a dit qu'il a révélé des choses que s'il ne les avait pas écrites, on ne les aurait su qu'à l'époque du Mashiach. Comme ça, il a dit sur lui. Et le Tiferet Shlomo, il écrit comme ça. Il pose une question très intéressante. Oui, on va dédier le shiur pour la Ilon Nishmat Yitzhak ben Shlomo alav shalom, pour la refoua shlema Yoshua ben Hindel, de Mordechai Raphaël ben Frumet, l'élévation de toutes les âmes, la guérison de tous les malades. Amen. Surtout Rosh Chodesh Iyar, c'est Ani Hashem Rofecha, et Iyar avec deux yud, c'est Erech, Ale Arucha ou Machpel Lechol Tachloenu, Lechol Machoveinu, Lechol Magotenu, Erech c'est refoua, et donc Akash Baruch Hu il amène guérison pour tous les malades du clan d'Israël. Alors, il pose une question très intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire Hevedan el kol adam le kavzechut? Tu dois juger ton prochain favorablement. Il dit, je ne comprends pas très bien. Par rapport à quoi je dois faire ça? Est-ce que c'est Akash Baruch Hu qui nous enjoint de juger le kavzechut, comme il y a écrit dans la Torah, Betzedek tishpot amitecha? Et pourtant, Akash Baruch Hu, il sait très bien, Akash Baruch Hu sait très bien ce que l'autre a fait. Si c'est bien ou c'est pas bien. Qu'est-ce que je vais changer si je vais le juger favorablement? Non. Et là-dessus, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que finalement, le verdict pour l'homme, en bien et dans le sens contraire, se fait uniquement par la parole. Ça veut dire que tant qu'un homme n'a pas prononcé de verdict envers l'autre, tant qu'il n'a pas dit de la lachon hara sur l'autre, tant qu'il n'a pas dit de mauvaises choses sur l'autre,
ou tant qu'il n'a pas dit de bonnes choses sur l'autre, et bien finalement, au ciel, on n'en tient pas compte, bien qu'on sait très bien ce qui s'est passé. Et pour cela, il cite un passage de la Gemara dans Masechet Chagiga où il est écrit la chose suivante. Ashkeche Rabba le'Eliyahu. Rabba a rencontré Eliyahu Hanavi. Et il lui a dit, Kucha brichu gamashmar tebipul et kula rabanan. Akadosh Baruch Hu dans Metifta Shel Rakia, dans la Yeshiva du ciel, il enseigne les enseignements de tous les Chachamim, le bar mais Rabbi Meir. À part, il ne cite pas Rabbi Meir. Mishum de la Mad Ma'acher, parce que Rabbi Meir a appris de Elisha ben Abouya, qui malheureusement est devenu un apikos. Donc, Akadosh Baruch Hu ne cite pas les enseignements de Rabbi Meir. Alors, il lui a dit, mais pourtant, il a dit Rabbi Meir, Rimon Matzah, Tocho Achal Klipato Zarak. Rabbi Meir, il a trouvé une grenade, il a mangé l'intérieur et il a jeté l'écorce. Et donc il a fait le tri de ce qu'il a entendu de son maître, Acher. Alors lorsqu'il a dit ça, alors Eliyahu Hanavi lui a dit, Hashta, maintenant, Omer HaKadosh Baruch Hu Meir Beni Omer. Maintenant, HaKadosh Baruch Hu, il cite un enseignement au nom de Rabbi Meir ben Hananes. Il dit, est-ce que HaKadosh Baruch Hu ne savait pas que Rabbi Meir, Rimon Matzah et Tocho Achal Klipa Zarak, HaKadosh Baruch Hu ne savait pas qu'il avait fait le tri? Il dit, il le savait. Mais tant que ça n'avait pas été prononcé, HaKadosh Baruch Hu n'a pas tenu compte. Un homme, par sa parole, il fixe finalement le comportement Kaviachol d'HaKadosh Baruch Hu envers cet homme-là. Et ça se passe pour le bien ou pour le mal. Et c'est pour cela que si un homme il a fait quelque chose, la Torah elle nous demande Betsedek tishpot amitecha, dis que tu as trouvé de bonnes choses pour lui, et de cette manière-là finalement on pourra l'acquitter. Et il rajoute le Tiferet Shlomo et il dit, moi j'ai deux preuves dans la halacha, dans l'Ilchot Edut, que finalement c'est pas selon le comportement d'une personne qui va être validée ou invalidée comme témoin, c'est seulement s'il y a eu témoignage sur ce qu'il a fait. Bien qu'au niveau de la personne elle-même, ce qu'il a fait, il a fait. Qu'est-ce que ça change si on l'a témoigné sur lui ou pas? Alors il dit deux halachot. Une première halacha est écrite dans le Urim Vetumim, Rabbi Yonatan Eibeshitz, Choshen Mishpat, Siman Ain Dalet, dans Siman Pezaïn, là-bas il y a écrit comme ça. En Adam Besim Atzmo Racha. Il y a écrit qu'un homme qui va avouer qu'il avait commis un vol, ou pire que ça, etc., qui l'invaliderait d'être un témoin, il reste un témoin kasher. Et bien que à Ed Yodea Ba'atzmo Shu Pasul Laïd, lui il sait très bien que c'est vrai. On n'a pas retenu ce qu'il a dit. Un Adam Besim Atzmo Racha, un homme n'a pas le droit de s'auto-condamner. Il a dit, j'ai fait une avéra qui m'invalide à être un témoin. Dilourim vetumim, bien que c'est vrai, et lui il le sait très bien. Mais tant qu'on n'a pas témoigné dessus, on ne peut pas tenir compte de cette vérité-là, parce que ça ne s'appelle pas une vérité absolue, puisqu'elle n'a pas été prononcée. Comme ça, il dit Dilourim vetumim. Une deuxième halakha, il rapporte, dans Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Siman Lamed Aleph, dans le Shach, il rapporte, Beshem Chachmei Brisk. Et il rapporte qu'ils ont dit la chose suivante. On sait, pour tous ceux qui ont été des Masechet Makot, il sait qu'il y a Hakrashat Edim et Azamat Edim. Il peut y avoir deux témoignages qui se contredisent. Et il peut y avoir Hazamat Edim, s'il dit Imainuayitem, s'il déracine le témoignage depuis le départ. Comment vous pouvez témoigner sur telle et telle personne qui a fait telle et telle chose à telle et telle heure, alors que ce même jour-là, vous n'étiez avec nous, tout un autre endroit qui est tellement distant de l'endroit sur lequel vous témoignez que c'est pas possible. Ça, c'est Edim Zomemin. À ce moment-là, c'est Gzerat HaKatuv, Klangmaldi Chidushu. On croit les deuxièmes, on ne croit pas les premiers. Mais s'il y a Krashat Edim, deux ils disent il a volé, deux ils disent c'est pas vrai, il n'a pas volé, on était là-bas au même instant que vous dites il n'a pas volé, ils ne deviennent pas avec sa mouzam, mais il y a crachat, il y a contradiction. Maintenant lorsqu'il y a contradiction, c'est sûr qu'il y a un des deux qui ment, ils ne peuvent pas dire tous les deux la vérité. Qu'est-ce qui se passe maintenant si un témoin du premier groupe, un témoin du deuxième groupe viennent témoigner? C'est sûr qu'il y a l'un d'eux qui est un menteur. Comment est-ce qu'ils peuvent témoigner ensemble? Disent les Chachmei Brisk, la halacha elle est
que Enon Ifsal, bien qu'on sait très bien qu'il y en a un qui est un menteur, et celui qui est menteur, il sait qu'il est menteur, mais tant que ça n'a pas été, donc il n'y a pas eu de témoins qui sont venus témoigner que son témoignage était un faux témoignage, il peut encore porter et témoigner. Donc on voit combien tout dépend de la parole. Alors il dit avec ça un grand chidouche. Il dit, écrit dans la Torah, tu feras un reproche à ton prochain. Rashi traduit l'otisa lavchet, c'est la Gemara. Tu ne feras pas honte au point d'avoir une faute de lui avoir fait le reproche. Alors lui, il dit non. Il dit comme ça. Tu feras un reproche à ton prochain sans mentionner la faute qu'il a fait. Tu essaieras de lui faire comprendre où est son erreur, de manière à ce qu'il change de comportement et il s'améliore. Mais velotissa lavchet, tu ne mentionneras pas la faute qu'il a fait. Ça c'est ocheach tocheach tamitecha, tu feras un reproche, mais velotissa lavchet, parce que si tu dis tu as fait ça, tu as fait ci, ça y est, tu as porté témoignage, et à ce moment-là c'est considéré une faute qui est retenue pour lui. Et il dit, c'est la raison pour laquelle on trouve dans la Shon Chazal, Bakesel Yom Chagenu, que Rosh Hashanah, c'est quand la lune, elle est cachée. Pourquoi? Parce que le soleil veut venir témoigner contre le clan Israël, et la lune, elle se cache, et à ce moment-là, il n'y a pas deux témoins, et Akadosh Baruch Hu dit, moi j'acquitte le clan d'Israël. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait très bien qu'il y a le témoignage du soleil et de la lune, ou qu'il n'y ait pas le témoignage, il sait très bien ce qu'ils ont fait, mais tant qu'il n'y a pas de témoignage, on ne retient pas. Et avec ça, il rapporte que le Yudi HaKodesh de Parchisre, il a dit, j'ai reçu du tzaddik, Rab David de l'Elev, qu'il ne faut jamais faire un reproche à une personne en le reprenant sur les fautes qu'il a fait, mais essayer de trouver une manière de les rapprocher, etc., pour les éveiller à Yirat Shamayim. Et il dit, c'est aussi pour le même sujet. Lo la'azkir shum chet va'avon chalila, ne pas mentionner de fautes. Et il rapporte, et comme Moshe Adanu, comme on le sait, mais Arav HaKadosh HaEloki Balam Chaber Sefer Kedushat Levi, comme on sait du Sanegoran Shel Israël, défenseur d'Israël, que quand ça arrivait Hanouka, il disait regarde comment tes enfants, ils allument tous les nérodes de Hanouka. Et il trouvait le bon point pour éveiller la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit, et ça, on retrouve cette mida-là chez Aaron HaKohen qui était Ohev Shalom Verodev Shalom, et qu'effectivement c'est comme ça qu'il faisait de cette manière-là. Et Bigdushato, comme il a écrit, Ohev Shalom Verodev Shalom. Et il rapprochait les gens d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il voyait quelqu'un qui avait fait une faute, il essayait au contraire de le rapprocher. Et il parlait avec lui, jusqu'à ce que l'autre il se disait, mais quoi, s'il savait ce que j'avais fait, il n'oserait pas me parler comme ça. Et l'autre, il faisait tchouva à travers cela. Et avec cela, il veut traduire un pasouk dans Malachi où il y a écrit comme ça. Beshalom ou bemishor halach iti. Il est allé avec paix et droiture avec moi. Ve'avla lo nimtza bisfatav. On n'a jamais trouvé une faute sur ses lèvres. Ça veut dire jamais il répétait, il prononçait la faute qu'il avait vue chez un autre juif. Et à travers cela, Rabbi Meshiv Lavon, il dit, jamais quand il faisait des reproches, il reprenait l'autre en lui disant, tu as fait telle et telle chose. Et malgré tout, Rabbi Meshiv Me'avon, il a réussi à les ramener vers la Torah sans mentionner leur faute. Et il dit, c'est ça le pshat dans le pasuk, dans Parashat Vezot Abracha. Tumecha veurecha leish chasidecha, yoru mishpatecha li'Yaakov v'toratcha li'Israël, yasimu ktoma v'apecha v'chali ha'mizbecha. Il traduit comme ça. Tumecha veurecha leish chasidecha. Aaron HaKohen, il l'appelait ish chassid, un homme qui cherche à faire que du bien avec les autres. Et il se comporte avec chesed avec le clan Israël. Et c'est pour cela qu'il ne fait pas le reproche direct pour les ramener à la Torah, mais Yoru Mishpatech Ale Yaakov. Il dit comme ça il faut faire, comme ça c'est bien de faire, etc. Et l'autre il comprend qu'on parle de lui, et avec cela il fait tchouva.
Et c'est pour cela que Yasimuk Torah Ba'pecha Vechalea Mizbechacha. C'est pour ça que c'est les Kohanim qui sont choisis pour emmener les korbanot. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme il vient emmener un korban khatat, le Kohen il lui tombait pas dessus en lui disant pourquoi tu as pu faire ça? Pourquoi tu dois emmener un korban khatat? Tu devrais faire attention, tu as fait ci, fait ça. Non. Tumecha v'urecha leish chasidecha. Parce qu'il est quelqu'un qui ne mentionne pas la faute directement. Mais Yoru Mishpatecha Le'akol Torah Israël, c'est pour ça, Yasimuk Torah Ba'pecha V'chalem Mizbechacha, c'est pour ça que c'est eux qui sont en charge de faire emmener les korbanot au clan Israël de manière à ce que finalement l'autre il comprend qu'il a à se transformer, mais sans qu'on le reprenne en lui mentionnant directement sa faute. Et il dit, avec ça, il traduit ce qu'on a lu dans la Parashat la semaine dernière, la Parashat Shmini. Il dit, il y a écrit, Vayisa Aaron et Yadav elav vayvarchem. Aaron il a levé les mains vers le peuple, c'était Yom Shmini le Milouim, qui était Rosh Chodesh Nissan, qui était le premier jour de Chanukah à Mishkan, de l'inauguration de Mishkan. Il a levé les mains, il a béni le peuple. Vayered ma'asot achatat va'ola, il est descendu, il traduit comme ça. Vayvarchem, pourquoi il les a bénis? Vayered, comme on dit, Yarad Mizé, Vayered ma'asot achatat. Il a pas parlé du khatat, il n'a pas parlé des erreurs qu'ils ont fait. Et c'est comme ça que Vayvarchem, c'est comme ça qu'il a pu les bénir. Et c'est ça que les Chacham disent, que tu dois prononcer du bien pour l'autre de manière à pouvoir le faire justifier devant HaKadosh Baruch Hu. Bien que ce qu'il a fait, il a fait, mais tant que ça n'a pas été prononcé, au contraire, tu le prononces en bien, de cette manière-là, il va être acquitté aussi. Maintenant, on va arriver à un deuxième point. Et pour cela, je voudrais mentionner un passage du Rambam dans Perek Yud Milchot Matot Aniyim, dans les lois de la Tzedaka. Et on s'était déjà une fois arrêté sur ce texte-là, mais aujourd'hui on va s'arrêter sur un autre mot dans le même texte. Là-bas il y a écrit comme ça. Le Lachon du Rambam, il y a une introduction intéressante, mais on ne peut pas rentrer sur tout. Le Rambam dit la chose suivante. L'olam en adam min tzedaka, un homme ne s'appauvrit pas en donnant de la tzedaka. Tout celui qui a pitié, on aura pitié de lui. Et tout celui qui est cruel et qui n'a pas pitié, il y a à craindre de son affiliation au clan Israël, parce que la cruauté n'existe que chez les nations sur lesquelles il est écrit ils sont cruels et ils n'ont pas de pitié. Et ensuite le Rambam continue comme ça. Kol Yisrael vanilva alem, tout le peuple d'Israël et ceux qui les ont rejoints, c'est-à-dire même les convertis à Gerat Tzedek, ke'achim hem, tous les Bnei Israël sont comme des frères. Shenemar, car il est dit, banim atem l'Hashem elokechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Nous, si on est tous les enfants d'Hashem, on est tous des frères. Donc, Kol Yisrael, vanil valem, kachimem. Quand on devient les enfants d'Akadosh Baruch Hu, alors on devient des frères. Im lo yerachem ha'ach ala ach, mi yerachem alav. Et si le frère n'a pas pitié du frère, qui aura pitié sur lui? Alors, une fois, on a expliqué, au nom de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, dans l'essence des mots de Rachmanut et Achzarayut, que Achzarayut c'est Achzar, c'est seulement un étranger. J'ai pas d'atome crochu avec lui, j'ai pas d'affinité, j'ai pas de point commun avec lui. Alors ça c'est ce qui engendre la cruauté, quand j'ai aucune affinité avec l'autre. D'un autre côté, Rachmanut ça vient de Rechem. Rechem c'est la matrice, qu'on est issu d'une même matrice, donc on est des frères, donc on a pitié l'un de l'autre. Ça c'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui je vais m'arrêter, c'est Imlo Yerachem Ach al Ach. Si le frère n'a pas pitié du frère. Et là je passe rapidement en résumé, mais pour vous faire expliquer une notion extraordinaire que Rabbi Elazar Moshe Horovitz, un des Gdolei Hador de l'époque de Rabbi Israël Salanter, de Beth Halevi, il fait rentrer pour être Miyashem Arashi dans Masechet Brachot. Mais je vous lis juste le texte pour comprendre le contexte. Il est écrit que le Nazir, Kol Yemei Hazir ol Hashem, Nefesh Met lo Yavo. Tant qu'il est Nazir, il n'aura pas le droit de rentrer au contact d'un mort. Comme le Kohen Gadol. Le Aviv, le Imo, le Achiv ou la Choto, son père, sa mère, son frère, sa sœur, il n'aura pas le droit de s'impurifier. La Gemara demande, tu m'as dit Al Kol Nefesh Met lo Yavo, tu m'as dit il pourra rentrer en contact d'aucun mort. Tu as besoin de me préciser, ni son père, tu m'as dit aucun mort, c'est aucun mort. À la Gemara, elle apprend de là. Le Aviv, d'où j'apprends que si il était un Nazir et qu'il y avait un Met Mitzvah, alors il aura le droit de se rendre impur, parce que pour son père, il ne se rend pas impur.
Mais pour un maître mitzvah, il a 8 se rendre impur. D'où est-ce que je sais que s'il était Nazir et Kohen, qu'il aura le droit de se rendre impur pour un maître mitzvah? Parce qu'il a écrit les imos, seulement pour sa mère, non, mais pour un maître mitzvah, oui. D'où est-ce que je sais que s'il était Nazir et Kohen Gadol, et il aura le droit de se rendre, hein, etc. Après, il a écrit Ula Choto. Alors, pour expliquer Rashi, Tosot il dit, s'il était Nazir, etc., et Cohen, et il était en chemin pour aller faire le Korban Pessah, pour faire la Mila, et d'où est-ce que je sais que maintenant, il doit se rendre impur pour un maître mitzvah, quitte à ne pas pouvoir offrir le Korban Pessah? Alors on apprend ici. Ça c'est Tosfot. Rashi dit non. Ou la Choto, il dit Rashi, d'où est-ce que je sais que celui, un homme normal, on ne parle pas d'un Nazir, on ne parle pas d'un Cohen, d'où est-ce que je sais qu'un homme qui allait pour emmener le Korban Pessah, pour faire la Mila de son fils, il doit s'impurifier pour un maître mitzvah, quitte à ne pas pouvoir accomplir les mitzvot de Pessah et de Mila. Alors là-dessus, il y a écrit Oula Choto. Alors la question qu'il demande, c'est, ici on est dans le contexte du Nazir. Alors comment tu me fais rentrer celui qui fait Korban Pessah et tout? Viens Rabbi Elazar Moshe Horowitz, il dit quelque chose d'extraordinaire, c'est ça que je veux retenir. Il dit comme ça. Il n'y a pas écrit dans le pasuk Vela Achoto, et pour sa sœur, Le'achiv Vela Achoto. Il y a écrit Ul Achoto. Ul Achoto, ça veut dire autre chose. Le Achoto, le Achot, ça veut dire rattaché. Il y a une notion dans la Gemara de Kraim Amitachim et Sheina Mitachim. La Gemara, elle parle de celui qui a dû déchirer en signe de deuil. Est-ce qu'il a le droit de recoudre ou de ne pas recoudre? Mitachim, c'est le Chaber, c'est rattaché. Ul Achoto, c'est les mitzvot qui rattachent. Il y a 2 mitzvot qui nous rattachent particulièrement à Akadosh Baruch Hu, Mila et Pesach. Et comme ça, c'est écrit dans le Midrash Chazit, sur Shir HaShirim, Pitrili Achoti Rayati Yonati Tamati, c'est qui Achoti? Elu Shte mitzvot sheme'achim ben Israël avien. Ce sont les 2 mitzvot qui rattachent le clan Israël à leur père, Ve'eluhen, Pesach ou Mila. Donc on voit que Ach, ça veut dire rattaché. Alors je vais m'arrêter là-dessus et je vais rebondir pour aller plus loin. Avec ça, on comprend d'abord que dans la racine du mot Achva et Achdut, le Ach, il veut dire rattaché. S'unir, c'est se rattacher. Un frère, c'est se rattacher. Maintenant, ça va encore plus loin parce que, et avec ça, on va comprendre un Rashi à la fin de Parashat Vayetse, où il est écrit la chose suivante. Il y a écrit dans le passage comme ça. Lorsque Yaakov a été rejoint par Lavan qui l'a poursuivi et qui lui a dit j'aurais voulu te tuer, Hachem, il m'a dit hier soir de ne pas te tuer. Alors dis rien. Bon, ça c'est Lavan. On ne peut pas poser de questions sur Lavan. Hein. On l'a mentionné dans la Gala, ça suffit déjà. Il y a écrit comme ça. Il y a écrit dans le pasuk Mem Vav, à la fin de Parashat Vayetse, il y a écrit comme ça. Vayomer Yaakov le'echav. Yaakov a dit à ses frères, Liktu avanim, ramasser des pierres. Ils ont pris, ils en ont fait un monticule et il a dit c'est quoi ça? Il a dit Gal Ed. Voilà, ça c'est le monticule qui est un témoignage. Voilà. Alors Rashi dit, Vayomer Yaakov, il a dit le'echav, il a dit à ses frères. Combien de frères il a Yaakov? T'as pas, il en a un seul, il n'y a pas un pluriel. Et celui-là il l'a pas rencontré et il n'a pas envie de le rencontrer. C'est quoi il a dit à ses frères? Rashi dit le'echav, Hem banav, ce sont ses enfants. Sha'yulo achim nigashim la tzara ou milchama elav, qui sont venus le défendre. Ça veut dire que parfois un enfant il devient un frère. Un enfant c'est vertical, un frère c'est horizontal. Lorsque tu aides l'autre, tu t'attaches à l'autre, ça devient horizontal. Donc il a dit à ses frères, à ses enfants qui sont devenus des frères. Pourquoi ils sont devenus des frères? Parce qu'ils ont été mitachés, ils sont attachés avec lui. Voilà. Tout ça, c'est l'introduction pour arriver à cette histoire extraordinaire.
Tout ça est raconté par Yair Weinstock, c'est un grand écrivain, mais que toutes les histoires qu'il raconte, elles ont été vérifiées. C'est une histoire. Le titre de l'histoire, il s'appelle Sharsheret Shel Plaim, une chaîne de miracles. Et elle commence comme ça. Il y avait une famille qui habitait dans la ville de Slobodka, en Pologne. Et deux frères, l'un il s'appelait Rabbi Rachmiel Feldman et l'autre il s'appelait Rabbi Menashe Feldman. Deux frères, commerçants, aisés, bien assis, et qui nourrissaient avec honneur leur famille. Et finalement, la Première Guerre mondiale a éclaté, Tisha B'Av, Tafresh Ayin Aleph, 1914. Et toute la routine qui avait existé jusque-là a été interrompue. Et les Juifs et les ressortissants polonais, ils ont été exilés au fin fond de la Russie. Rabbi Rachmiel Feldman, qui était un homme fort de santé, avec tout ce qu'il a subi des déplacements, il était brisé. Un homme brisé. Un jour, il a appelé son fils, qui avait 12 ans, Menachem. Il lui a dit, tu es un enfant intelligent et tu vois que j'ai plus la possibilité de nourrir la famille. Il ne me reste pas d'autre choix que de te demander de sortir dans la rue et d'essayer de gagner quelque chose pour qu'on ait de quoi manger, qu'on ne meure pas de faim. Menachem Feldman, il était un garçon de 12 ans, mais débrouillard et mûr pour son âge. Il n'a pas hésité. Le jour même, il est allé, il a fait le tour de la rue pour voir quelle est la marchandise qui se vend, avec laquelle il pourrait peut-être emmener quelque chose pour la maison, qui est de quoi manger. Et finalement, à cette époque-là, les cigarettes ne se vendaient pas en paquet. Et qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait beaucoup d'enfants qui avaient une tablette de bois avec 2 bretelles qui portaient, ils avaient dessus des cigarettes et ils vendaient les cigarettes. Ceux qui avaient plus de moyens, ils achetaient la petite machine en fer avec laquelle on mettait du papier, du tabac, on roulait la cigarette et on vendait la cigarette. Et voilà, il a emprunté à son cousin. Donc le fils, lui c'est le fils de Rachmiel Feldman, il a emprunté à son cousin, le fils de son oncle, Menashe Feldman, qui s'appelait Yosef. Il lui a emprunté, lui il avait 12 ans et l'autre il avait 13 ans, 1 an de plus. Il lui a emprunté quelques roubles. Avec cela, il a acheté tout le matériel nécessaire et il a commencé à vendre. Et Akadosh Baruch Hu l'a aidé. Et le premier jour, il a vendu déjà 30 cigarettes. Le deuxième jour, il en a vendu 60. Et finalement, les affaires ont marché. Et avec cela, il a pu nourrir ses parents et la famille pendant quelques mois. Difficile, mais il y avait de quoi manger. Et même parfois, un petit peu de farine, un petit peu de pommes de terre, et des pois, et parfois même du pain. Bon. Un jour, il était dans la rue pour vendre ses cigarettes, et voilà qu'il avait un client de longue date et qui s'approchait de lui. Il s'appelait Vadim Bilitsky, un officier de l'armée russe, et qui est venu, il lui a dit je voudrais que tu me vendes des cigarettes. Il a dit combien tu veux que je t'enroule? 2, 3? L'autre il a dit non, aujourd'hui j'en veux beaucoup. Je veux tout ce que tu as, toute ta marchandise, je t'achète toute ta marchandise. Et en général, il payait même avant d'avoir reçu les cigarettes. Alors il a dit qu'est-ce qui se passe? L'autre il était un petit peu triste, il a dit parce que je dois aller au front. Alors je vais prendre. Et finalement il lui a préparé, et je ne serai pas là dans les semaines qui vont venir. Et il se dit bon, au moins aujourd'hui, j'aurais fait ma journée tôt le matin sans devoir rester dans le froid jusqu'au soir. Bon. Et finalement il a travaillé. Lorsqu'il avait préparé 100 cigarettes, l'officier il a ouvert une sacoche en cuir. Il a embarqué les 100 cigarettes et il est parti. Oh! Il lui dit, faut me payer. Il dit, j'ai pas d'argent. Il lui dit, quand je reviendrai de la guerre, je te donnerai leur équivalent.
Tu me connais. Je suis pas un voleur. Il dit que ça veut dire quand tu reviens de la guerre. Et qui dit que tu vas revenir de la guerre? Il lui dit, mais il faut espérer pour le mieux. Alors, et l'autre, il s'éloigne. Il lui court derrière, il lui dit, mon maître l'officier. Il dit, donne-moi un petit quelque chose, que je puisse continuer à acheter ce que j'ai besoin. Alors à ce moment-là, l'autre il s'arrête même pas, il lui dit, j'ai de la peine pour toi mon enfant, j'ai rien, mais t'en fais pas, je t'ai promis et je tiendrai ma parole. Alors il dit, au moins rends-moi quelques cigarettes. Et l'autre il s'éloigne. Il rentre à la maison, il éclate en sanglots. Il dit à son père, voilà, un de mes grands clients, un officier de l'armée russe, il m'a pris tout ce que j'avais et j'ai plus rien. Comment je vais faire? Son père l'a tranquillisé. Il lui a dit, et quand tu as commencé avec quoi? Tu as commencé à partir de zéro. Et bien de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu il t'avait aidé la première fois, il t'aidera la deuxième fois. Pourquoi tu désespères? Bon. Et finalement, il a de nouveau un petit peu emprunté. Un ami lui a prêté quelques petites pièces. Et finalement, il a gagné, etc. Et au bout de quelques mois, il a retrouvé son état de grand vendeur de cigarettes. Quelques années sont passées. La Première Guerre mondiale s'est terminée. Et à ce moment-là, il y avait des dizaines de milliers de réfugiés de toute la Russie qui venaient retourner en Pologne. Ils sont tous arrivés à Moscou, mais les chemins de fer ne pouvaient pas conduire tellement de monde à la fois. Donc ils ont dû s'installer à Moscou. Ils ont trouvé une petite ruine où ils se sont installés. Et finalement, ils n'avaient pas de quoi manger. Menachem, il était un garçon de 16 ans, mais finalement, les cigarettes, à Moscou, ça se vendait dans les magasins. C'était pas avec ça qu'il allait faire sa fortune. Qu'est-ce qu'il va faire déjà? Bon. Et les deux frères Feldman et leur famille, ils habitaient dans la même petite baraque, mais ils n'avaient pas de quoi manger. Menachem, il a dit, on ne peut pas continuer comme ça, on doit essayer de trouver un moyen. Et dès qu'il a dit ça, il y a son cousin d'un an plus âgé, donc lui il avait 16 ans, son cousin avait 17 ans, il a dit, on sort ensemble. Ils sont sortis ensemble, ils ont exploré un petit peu ce qui se passe, les rues, les marchés, les gens. Après il lui dit, bon maintenant on va se séparer, toi tu vas à droite, moi je vais à gauche, etc. Bon, ils sont séparés. Et il a eu de la chance, il arrivait, il a vu une église orthodoxe abandonnée. Et dans la cour de cette église-là, il y avait un grand arbre, un pommier, avec plein de pommes. Il a commencé à cueillir quelques pommes, il a mis dans ses poches, etc. Et il est sorti vendre les pommes. Bon, et déjà il a pu emmener de quoi manger pour la journée. Finalement, lorsque il arrive à la maison, il voit tout le monde tête d'enterrement. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a des témoins qui nous ont dit que Yosef il a été attrapé par la GPO, c'est l'ancêtre du NKVD. Il a été attrapé par la police et son père, il avait très peur parce qu'on savait que celui qui était attrapé, il n'avait pas beaucoup de chance de pouvoir échapper. Alors à ce moment-là, le lendemain, alors il allait de nouveau chercher des fruits, etc. Et il s'est dit, d'après ce que j'ai vu, il en reste encore quelques bonnes dizaines. Là, il a emmené déjà un sac en tissu qu'il a mis dans la poche. Il a grimpé au sommet de l'arbre. Il a rempli son sac. Il descend avec des pommes rouges. Il arrive en bas et tout d'un coup, il sent une main. Il dit, voleur! Petit voleur! Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, viens avec moi à la police. Wow. Et là, ils marchent ensemble, etc. Et il se dit maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir aider mon cousin si moi aussi je suis à la police?
Et tout d'un coup, ils arrivent dans une rue étroite, où il n'y a personne, et celui qui l'attrape le cou, il éclate de rire. Il dit, je t'ai fait peur, hein? Je t'ai fait peur, hein? Tu me reconnais pas? Il le regarde et il dit, Vadim Belitsky! Ah, il lui dit, ah oui, c'est moi exactement. Alors il lui dit, et alors, qu'est-ce que tu es devenu un voleur de pommes à Moscou? Alors il lui raconte son histoire. Il lui dit, c'est moi qui dois nourrir la famille. Et à ce moment, il lui dit, si c'est comme ça, je peux t'aider. Tu te rappelles que je te devais un petit peu quelques sous pour les cigarettes que tu m'as vendues, une grosse somme. Et je vais te le payer avec des intérêts sur des intérêts. Et avec ça, tu auras de quoi nourrir la famille. Et à ce moment-là, il lui dit, moi je vais faire avec toi une autre affaire, en échange de ce que tu es prêt à me payer. Moi je te pardonne l'argent, mais en échange, tu me ramènes mon cousin qui a été attrapé par le NKVD. Et l'autre il a dit, non, je te paye et ça y est, oublie. Mais Menachem il s'est entêté, et il a eu raison du refus de l'officier. Et l'autre il a dit, tu sais quoi, je suis prêt à t'aider, mais uniquement parce que j'apprécie les gens qui ont des principes. Et que toi tu es prêt à céder une si grosse somme d'argent simplement pour sauver un frère, un cousin, Zouhi Achva. Ça s'appelle être un frère. Alors il l'emmène avec lui et il lui dit, moi je suis un des responsables du NKVD. Et il passe ça passe, et jusqu'à un endroit, c'est silencieux, il n'y a pas un bruit. Il regarde, ils sont devant le grand bâtiment du NKVD. Il dit, viens avec moi. Et là il rentre, je rentre, à savoir si je vais sortir. Il le fait monter au 4e étage, il le fait rentrer dans son bureau. Et il lui dit, tu as de la chance que je sais comment les choses se passent à l'intérieur, peut-être je vais essayer de trouver ton cousin. Et il lui dit, attends quelques minutes et je vais chercher Yossel Feldman. Bon, je vais essayer de trouver des détails. Après 3 heures d'attente dans le bureau, il y a 2 personnes qui rentrent dans le bureau, Vadim Belitsky et Yossel Feldman. Et il lui dit, j'ai dû utiliser tous les contacts que j'avais pour pouvoir réussir finalement à trouver où il était. Il était déjà en train de croupir dans les caves en bas du bâtiment. 1 ou 2 jours plus tard, il serait plus de ce monde. Il lui a dit, mais avant que les choses se sachent, moi je vous conseille de vite partir de Moscou. Bon. Ils sont partis et voilà. Ça, c'était l'épopée de la Première Guerre mondiale. Après 20 ans, Menachem Feinbal, il a déménagé de Slobodka, qui était dans les faubourgs de Kovna, et il allait s'installer dans une ville qui était dans les faubourgs de Lodz. Il a une famille, il a eu 7 garçons et filles, il était un homme grand, fort, et son travail c'était forgeron. Et voilà qu'un jour d'été de Elul, il était dans sa forge en train de taper les fers à cheval, etc. Et il tape. Et à un moment, il s'arrête pour reprendre son souffle. Il essuie la sueur qu'il a sur le front. Et à ce moment-là, il entend quelqu'un qui frappe avec des coups de poing sur la porte. Il ouvre la porte. De dégoût, il recule en arrière. C'est un juif. Des ongles longs et noirs. Une barbe avec des tresses. Des cheveux longs. Et ça a l'air infesté de lentes et de poux. Et le mendiant, il vient, il lui dit, j'ai faim. Tu as quelque chose à me donner à manger? Tellement il était dégoûté, il dit, pourquoi tu irais pas à la soupe populaire? Toutes les villes juives, vous avez des soupes populaires. Là-bas, on donne à manger gratuitement à tout celui qui a besoin.
Il dit, j'étais là-bas, mais ils m'ont chassé comme un chien lépreux, parce qu'ils m'ont dit que j'annonce je maudis tout le monde. Et qu'on n'a pas le droit d'avoir pitié de moi parce que je maudis tout le monde. Alors, au début, il avait envie de se sauver, mais finalement, son bon cœur a dominé. Il a dit, viens avec moi. Viens, bien sûr, viens avec moi. Je vais t'emmener à la maison, je vais te préparer un bon repas copieux qui te... Et finalement, il a fermé la forge, alors que normalement, il travaillait du matin jusqu'au soir. Là, à midi, il s'est arrêté. Il a accompagné l'autre à la maison. Il lui a préparé un bon repas. Après qu'il lui a donné à manger, il lui a préparé des vêtements propres. Et il lui a emmené une grande bassine, qui était les baignoires de l'époque. Et il l'a lavé avec du savon des pieds à la tête. Après, il l'a emmené chez le coiffeur pour qu'il lui passe la lame pour lui enlever les cheveux. Et après, il avait de beaux habits propres et tout. Et l'autre, il lui a dit, tu m'as fait vivre. J'étais sur le point de mourir. Qu'est-ce que tu veux en échange? Il a éclaté de rire. Qu'est-ce que je veux en échange? Un mendiant. Lui, il sait dans quel état il est arrivé. Et qu'est-ce que tu veux en échange? Qu'est-ce que tu vas m'offrir déjà? Alors l'autre, il lui a dit, écoute bien ce que je vais te dire. D'ici 1 an, il y aura une guerre terrible. Il va y avoir des avions qui vont bombarder la Pologne. Ils vont couvrir la Pologne. Ils vont détruire toute la Pologne. La plupart des Juifs de Pologne vont être tués. Et cette ville-là aussi, elle disparaîtra. Il y a seulement une famille qui sera sauvée, c'est ta famille à toi, par mérite du chesed que tu m'as fait. Et toi, tu as obtenu avec ça ton ticket pour la vie. Toi, tu seras sauvé. Et quand il a entendu ça, alors il a dit, il a compris ce que on lui a dit, on l'a chassé parce qu'il il maudit. Il a dit, mais on n'a pas le droit, pourquoi tu parles comme ça, on n'a pas le droit de maudire. Et il a dit, c'est pas une malédiction ce que je te dis. Il lui dit, ça c'est la vérité, ce qui va se passer, regarde. Quelle date on est aujourd'hui? Le 17 Elul, coche cette date-là. L'année prochaine, le 17 Elul, tu verras que ce que je t'ai dit se réalise. L'année d'après, 17 Elul, 1939, la guerre a commencé. Deuxième guerre mondiale a commencé. Et il se rappelait de ce qu'il lui avait dit, donc ce qu'il lui avait dit. Et juste avant qu'il le quitte, il lui avait dit, il n'y a pas beaucoup de temps maintenant, je vois que tu n'es pas très intéressé d'entendre ce que j'ai à dire, mais moi je t'offre une clé pour ton salut. Lorsqu'il y aura la guerre et que tu seras dans un moment de détresse, tu diras dans ton cœur mon nom, Shrag Feivel ben Miriam, et immédiatement tu seras sauvé. Et finalement, l'autre il a quitté. Menachem il retourne à la forge, et il ne s'est pas rappelé, il a complètement tout oublié, jusqu'au moment où, quand c'est arrivé la deuxième guerre mondiale, le 17 Elul, il a réalisé que c'était exactement ce que l'autre lui avait dit. Et donc le 17 Elul, donc 5699, 1939, a éclaté la deuxième guerre mondiale. Et Menachem il s'est rappelé, et il a vu ce que l'autre lui avait dit. Ça a l'air que c'était un tzaddik nistan. Et donc il a annoncé les choses. Et finalement, l'aviation de la Luftwaffe, ils ont bombardé la Pologne, etc. Et après quelques jours, ils sont arrivés dans sa ville. Et c'était le soir de Pessah, et ils passaient avec des haut-parleurs dans toutes les rues pour demander que tout le monde vienne se faire recenser devant la commandature, le quartier général de la Gestapo. Tous sont arrivés, etc. Et lui, il regardait par la fenêtre ce qui se passait. Sa femme et ses enfants, ils étaient autour de lui. Qu'est-ce qu'on fait? Et tout d'un coup, il s'est rappelé de ce que le tzaddik lui avait dit. Il a dit 1 minute. Il s'est enfermé dans sa chambre. Et il a dit, Ribono shel olam, Abba yakash bashamayim,
s'il te plaît, emmène-moi une Yeshua par le mérite d'avoir aidé le tzaddik Nistar, Shrag Feivel Ben Miriam. Au moment où il a dit ça, il a senti que sa tefila avait été acceptée. Et comme si le tzaddik il était là à côté de lui, et il entend une voix qui lui dit, surtout, ne descends pas dans la rue. Celui qui va là-bas, il sera envoyé dans le camp de la mort. Alors il s'est dit en lui-même, mais qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, ils me trouveront ici, ce sera la même chose. Alors il entend une voix qui lui dit, tu as une grande échelle derrière ta maison. Je vais prendre cette échelle, on va tous aller vers le bâtiment de la commandatour, le QG de la Gestapo. Par derrière, tu vas rentrer et il y a un accès sur le toit d'une petite porte qui peut avoir l'accès là-bas sur le toit et là-bas tu vas aller. Il a dit, mais comment je vais pouvoir aller là-bas? Ça grouille de soldats. Il a dit, Naïm laem velo yiru. Ils ne vont pas te voir. Il est allé, il a pris l'échelle, il est allé là-bas, il est arrivé, il est monté. Et quand il était sur le point, il est monté sur l'échelle, il a commencé à retirer l'échelle vers lui, et il voit un chassid qu'il n'a jamais vu, qu'il ne connaît pas, qui lui dit, s'il te plaît, laisse-moi monter. Il a hésité, et il lui a dit, monte. Bon. Ils sont montés, et l'autre, il n'a même pas dit merci. Il s'est installé dans son coin, et il commence à faire des tilim, comme s'il ne les connaissait pas, parce qu'il ne regardait pas. Et à un moment, en bas, ils ont annoncé que tout celui qui se présente maintenant, il aura la vie sauve, celui qu'on trouvera, il sera fusillé sur le champ. Alors il s'apprête à descendre. Et tout d'un coup, ce chassid-là, qui était menu, maigre, gringalet, il se tient devant la porte. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, ne va pas là-bas. C'est dangereux. Ne va pas là-bas. Il lui a dit, mais tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Il a dit, quoi? Ces bêtes féroces-là, tu leur fais confiance? Tu vas voir d'ici quelques instants qu'il n'y a pas de quoi leur faire confiance. Et juste à ce moment-là, il regarde et il voit une vieille femme qui se présente devant pour se faire enregistrer. Elle dit, ah, vous êtes des hommes civilisés, à qui on peut faire confiance, etc. Voilà, je suis venu... Elle n'a même pas eu le temps de terminer sa phrase, elle a été fusillée sur place. Et finalement, ils ont terminé de rassembler tous les juifs et ils sont restés là-bas. Mais maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, ils n'avaient pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il s'est dit, le mieux, c'est d'aller... Là, je suis dans les faubourgs de Lodz. Le mieux, c'est d'aller à Lodz. C'est une grande communauté juive. Là-bas, on aura de quoi manger. On sera avec d'autres juifs, etc. Et il va aller là-bas. Et l'autre, le chassid, il lui dit, mais non. Mais les juifs de Lodz, eux aussi, ça a été décrété qu'ils devaient mourir. Il aurait dû comprendre. L'autre, il lui a dit, fais attention, comment tu peux leur faire confiance, tu vas voir. Immédiatement, il a vu. Mais tellement il était toujours un homme logique, etc., il n'a pas fait cas de ce que l'autre lui disait. Et l'autre lui dit, ne va pas. Et il commence à descendre l'échelle pour descendre, etc. Il dit, n'y va pas. Aie pitié des membres de ta famille. Toi, de toute façon, tu resteras en vie. Mais c'est toi qui décide maintenant du sort des membres de ta famille. Et finalement, le garçon, il est descendu de l'échelle pour essayer de l'attraper. Et il a attrapé sa main, il a dit, si vous restez là, vous serez tous sauvés, vous mériterez d'aller en Eretz Israël. Si vous allez à Lodz, tu seras le seul survivant de toute ta famille. Et lui, il n'a pas voulu écouter. Et finalement, il est allé là-bas. Il a décidé d'arriver à Lodz. Et quand il est arrivé à Lodz, il a vu que déjà tous les juifs, ils avaient été mis dans le ghetto de Lodz. Quelques rues fermées, tous les juifs étaient là-bas. Tous les juifs étaient enfermés. Et lui, il voulait voir, ça vaut la peine de rentrer dans le ghetto. D'abord, il a dit, laissez-moi voir si ça vaut la peine que je rentre ici.
Et finalement, il a dit, je veux rentrer là. Bon, comme c'est lui-même, on ne l'a pas fait rentrer, c'est lui qui a décidé de rentrer dans le ghetto, alors on l'a fait travailler dans une usine de fabrication de chaussures, et sa famille aussi, ils ont eu de meilleures conditions, ils avaient plus à manger, etc. Après quelques mois, tout a changé. Le ghetto de Lodz a été entièrement massacré. Sa femme et ses enfants, ils ont été déportés. Il ne les a plus jamais vus. Et voilà qu'il avait été mis vers un camp de la mort qui s'appelait Bilzetz. Et là-bas, la libération s'approchait. Et les Allemands, ils marchent même Zichram, ils ne voulaient pas capituler. Ils ont pris les prisonniers qu'ils avaient avec eux et ils ont fait la marche de la mort. La marche de la mort. Et ils ont fait avancer. Et voilà que à un moment, il sent qu'il tombe, il n'a plus de force, il n'arrive pas à mettre un pas devant l'autre. Il a comme deux malachim, deux garçons qui étaient avec lui dans le camp de concentration de Belzitz. Un qui s'appelait Michael Streuchlitz, l'autre qui s'appelait Pinchas Adler. L'autre côté, ils l'ont attrapé chacun d'un côté, le faisaient avancer. Il a dit, viens, bientôt on va arriver, ne décourage pas. C'est la fin de l'Allemagne, c'est la fin. Ça lui a donné un petit peu de force, etc. Mais à un moment, il a cogné une grosse pierre. Et là, il s'est éloigné des rangs. Et dès qu'il s'est éloigné du rang, le soldat qui les accompagnait, Johann Stolz, il s'est approché. Qu'est-ce que c'est ça? Sortir des rangs! Et il a pris le gourdin qu'il avait avec lui, il lui a assumé un coup sur la tête. Il était presque mort. À ce moment, il a senti que sa neshama s'envolait, qu'il est accueilli par une grande lumière, et qu'on lui dit de décider s'il veut rester là ou revenir. Lui, il a dit, ici, je suis bien. Alors, on lui a dit, du ciel, tu as encore quelque chose à faire sur terre, il faut que tu retournes dans ton corps. Il est retourné dans son corps, il s'est réveillé, et voilà ses deux amis qui étaient en train de lui frictionner les tempes avec de la neige. Et ils lui ont dit, lève-toi. Et ils l'ont aidé à marcher, c'est comme ça qu'ils ont pu arriver. Finalement, lorsque le camp, ils ont marché depuis la Pologne jusqu'à Bergen-Belsen, qui a été libéré le 2 Iyar Tafshin-He, 45, 2 Iyar 1945, libération du camp de Bergen-Belsen. Et finalement, ils ont trouvé, les Alliés, ils ont trouvé un squelette, presque un corps mort. Il a été retapé par des médecins, etc., jusqu'à ce qu'au bout de quelques mois, il a retrouvé toutes ses forces. Et il était avec un groupe de Juifs qui se vengeaient des Allemands. Ils prenaient les listes des Allemands qui les avaient torturés et ils allaient pour se venger. Finalement, un jour, sur la liste, il y avait Johann Stolz, celui il a donné le coup de gourdin, qu'il avait presque laissé mort. Ils sont allés, ils ont entendu une embuscade, il l'a attrapé chez la maison, ils sont tombés dessus, ils lui ont brisé les os, et lui, il l'a tapé, il l'a cogné. Tiens, ça c'est de Menachem Feldman, ça c'est du gourdin que tu as donné à Menachem Feldman. Et il l'a laissé presque mort, il l'aurait achevé, mais les voisins sont venus et ils les ont fait s'enfuir. Bon. Il est venu finalement en Eretz Israël. Il s'est remarié, il a eu une famille, des femmes, des enfants. Mais la parnassa, ça, c'était difficile. Et finalement, un jour, il avait des grandes dettes et ça ne marchait pas ses affaires, etc. Il y a la police qui l'appelle et dit, on te conduit au commissariat. Il s'est dit, là-bas, ils ont toutes les preuves de toutes les affaires qui n'ont pas marché, que j'ai emprunté avec ceci et ça. Qu'est-ce que je peux dire déjà? Mais le mieux, c'est d'avouer. Et il s'attend à être là-bas pour affaires financières. Et finalement, on l'emmène tout à fait autre chose. Et l'officier de police, il lui montre une lettre qu'il a reçue du ministère de l'Intérieur en Allemagne. Et là-bas, Johann Stolz, il le convoque dans un tribunal civil pour diffamation et le fait qu'il a mutilé et rendu
invalide à 100%, alors qu'il n'a jamais conduit et accompagné la marche de la mort. Alors il lui a dit, sache maintenant, nous, comment ça s'appelle quand un pays livre à un autre? Ça s'appelle comment? Qui livre non. Il y a une extradition. Nous, on n'a pas d'accord d'extradition avec l'Allemagne, tu peux rester ici. Mais sache que si tu vas en Allemagne, ils te payent les frais de voyage, ils te payent un avocat, ils te payent les frais de justice et tout ça. Mais si tu perds, tu risques de terminer tes jours, on va passer longtemps dans les prisons allemandes. Il a dit, moi j'y vais. Moi j'y vais. Il allait là-bas, et finalement le jugement, il était dans la ville de Johann Stolz à Hambourg. Et là-bas, finalement, l'accusation qui dit comment il a pu massacrer une personne qui était innocente, etc., etc. Pendant 3 jours, il a raconté au magistrat tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé à lui, tout ce qui est arrivé à sa famille, tout ce qui est arrivé, tout il a raconté. Finalement, au bout de 3 jours, le magistrat il lui dit, tu m'as vraiment ému et je suis presque convaincu que tu as raison. Mais il manque un détail. Est-ce que tu pourrais me dire le nom de quelques personnes qui étaient avec toi dans la marche de la mort? Il lui dit, mais il y a plus de 20 ans qui sont passés, comment je veux me rappeler des noms? Et l'autre, il a dit, tu sais, nous on est un peuple très réglo, hein? Tout est détaillé chez nous. Les marches de la mort, qui c'est qui était là-bas, qui étaient les soldats qui accompagnaient, quand ils sont partis, quand ils sont arrivés, tout c'est écrit. Il lui dit, si tu me dis quelques noms, à ce moment-là, tu auras gain de cause et tu recevras des compensations, de très hautes compensations, mais sinon, tu seras en prison pour quelques années. À ce moment-là, il a commencé à avoir peur, et il a commencé à murmurer, Bonne Shel Olam, sauve-moi par le mérite de Shrag Feivel ben Miriam. Regarde dans quelle misère je me trouve. Et juste à ce moment-là, il retrouve le nom des 2 qui l'ont soutenu pendant toute la marche. Et il dit, et si je vous dis 2 noms, ça vous suffira? Oh, l'autre dit, ah, bien sûr, comme s'il est sûr qu'il ne va pas pouvoir trouver 2 noms. Il lui dit, Michael Streuchlitz et Pinja Adler. Il dit, on a entendu, on va vérifier. Et finalement, il a été acquitté. Il a reçu une très grande compensation. Il est rentré en Eretz. Il a pu payer toutes ses dettes. Et une fois qu'il s'est rétabli, il a envoyé une lettre à l'un des grands Admurim de notre génération. Il a demandé sa bracha pour qu'à partir de maintenant, il puisse vivre sans souci matériel. Et le Rebbe, il lui a donné une bracha et il lui a dit, je suis plein je suis très impressionné d'un juif qui a vécu tout ce que vous avez vécu. Pour moi, il n'y a aucun doute que c'est le Maaseh Chesed que vous avez fait extraordinaire, que c'est ça, déjà le Chesed qu'il a soutenu son père, Chesed qu'il a dit qu'il a été son cousin, le Chesed qu'il a, le Tzadik Nistar qu'il a sauvé, tout ça, Maaseh Chesed, être un vrai frère, un frère envers son père, un frère envers ses cousins, un frère envers un autre frère juif, et ça finalement ce qu'il a pu emmener, la délivrance, et voilà, qu'il a été le seul rescapé de toute sa famille.